Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la série de webcasts que nous consacrons à la campagne Sport Santé à l'occasion de ces JO et JO olympiques et paralympiques 2024. Les Jeux de Paris qui touchent à leur fin ont tenu toutes leurs promesses. Je pense qu'on vibre depuis 14 jours, ça n'arrête pas. On vit des moments uniques. On suit les performances de nos athlètes et on enchaîne aussi surtout pas mal de rencontres. Une chose est sûre, c'est que les JO vont certainement pas régler tous les problèmes du monde, mais la preuve est faite une fois de plus que le sport est un formidable moyen pour rassembler les gens, parler à leur cœur et à leur intelligence. Donc aujourd'hui, on va consacrer notre émission à l'activité physique, comme vous le savez, et au sport comme levier de prévention, surtout d'inclusion, qui sont encore largement sous-utilisés pour parler avec nos invités. Mais dans le domaine de la santé, pourquoi dans le domaine de la santé? Parce que selon l'OMS, on le répète depuis le début de cette campagne, c'est un homme sur quatre et une femme sur trois dans le monde qui ne pratique pas une activité physique au niveau recommandé. La sédentarité, le surpoids, l'obésité font partie des premiers facteurs de risque de maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, voire certains cancers, à l'origine de millions de décès dans le monde chaque année, comme vous le savez. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi à Santé en entreprise l'occasion de ces JO pour organiser la deuxième édition de cette campagne Ensemble bougeons pour la santé des femmes que nous avons donc réédité avec nos partenaires. Une action que nous avions déjà lancée l'année dernière, enfin, en début d'année plutôt, à l'occasion de la Cannes en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, on va parler surtout du bilan de cette deuxième édition avec des retours d'expérience de nos partenaires et vous faire découvrir des initiatives inspirantes qui sont portées par des sportifs, des associations ou des entreprises dans le cadre de leur engagement sociétal. Avec nos invités, vers qui je vais me tourner tout de suite, Marie-Laure Jocho, qui est présidente de la PST 60, également coach référente à santé en entreprise, coach régional. Elle va nous dire d'ailleurs quelques mots de ça, qui nous rejoint depuis la région parisienne. Bonjour Marie-Laure. Bonjour, Eric. Voilà. Paul Arnaud Camon, qui est général manager du Cocody Rugby Abidjan Club, qui nous rejoint depuis Abidjan. Bonjour Paul Arnaud. Bonjour Eric. Et enfin, Roland Calvez, qui est président de l'association Kenkoazel Africa, Kenkoazel en breton qui veut dire solidarité, qui nous rejoint depuis la Bretagne. Donc, il va nous parler de ce beau projet EducaFoot. Bonjour Roland. Bonjour Eric, merci. Voilà. Et donc, merci à tous de nous rejoindre ce matin pour cette dernière avant la grande pause estivale pour nous. Avant de vous passer la parole aux uns et aux autres, on va passer d'abord la séquence avec notre équipe du pôle digital et innovation, Adama et Mathieu, qui vont nous faire un retour, un bilan donc, de la campagne en chiffres hein, et aussi nous dire le dispositif qui a été mis en place et annoncer officiellement les résultats du challenge de Pass Starter by Santé en entreprise. Donc, messieurs, à vous. À toi d'abord, Adama. Merci Eric, bonjour à tous. Très ravi d'être avec vous encore une fois de plus pour parler de la campagne Sport Santé. Et comme Eric l'a si bien dit, le sport, la santé, liés ensemble et à cela nous ajoutons le numérique. Pourquoi? Parce que nous voulons permettre à toutes les personnes sur la planète de pouvoir aussi participer à cette campagne qui est une campagne connectée en leur permettant de pouvoir accéder à tout ce qui a été mis en place comme dispositif. Alors, bon, pour cette campagne, cette année, qui est la deuxième édition, nous avons mis en place un site Internet qui permet d'accéder à des contenus, des rubriques, de pouvoir poster des vidéos de témoignages et de pouvoir voir tout ce qui a été mis en place. Nous avons lancé des campagnes digitales sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de faire actuellement la deuxième édition du webcast. Nous avons prévu des webcasts. Et nous avons une ROM connectée que Mathieu aura l'occasion de présenter et le challenge de basket. Et à cela, nous avons lié ce qu'on appelle le challenge de pas connecté Start by Sea. Alors, donc, sur le site Internet, en scannant le QR code qui apparaît ici à l'écran, vous allez pouvoir accéder au site Internet qui explique ce que c'est que la campagne, l'objectif recherché par cette campagne, les dispositifs qui ont été mis en place. Vous avez la possibilité de pouvoir revivre l'édition passée de la campagne
organisé à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier. Vous avez la possibilité de pouvoir avoir les informations sur le challenge de pas. Donc, actuellement, vous allez voir que le décompte est à zéro, le challenge est terminé. Nous allons avoir le podium aujourd'hui. Vous aurez toutes les informations sur tous les dispositifs qui ont été mis en place, le Playground Basket. Vous avez les ressources, vous avez la possibilité d'avoir les replays par rapport aux différents webcasts qui ont eu lieu, notamment ce webcast qui est en cours, qui est en diffusion directe, qui passe directement sur le site, le tableau connecté qui avait été mis en place à l'occasion de la dernière campagne et plein de ressources en lien avec le sport et la santé. Et vous avez la boutique en ligne qui vous permettra d'acheter des gadgets que vous allez pouvoir mettre à la disposition des membres de votre équipe. Voilà un peu une présentation rapide du site. Je vais peut-être passer la parole à Mathieu qui va nous présenter le challenge connecté et le challenge starter, le Playground Basket. Merci. Ok, merci Adama. Donc Mathieu, à toi pour le grand moment de cette séquence qui est le challenge finalement starter et l'annonce du podium et à la fois le podium, le classement général individuel et le classement par équipe, parce que c'est un challenge par Oui, équipe. alors, tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième webcast. Donc, on va commencer, si vous le permettez, par parler du challenge. Le challenge de pas starter qui a fait son grand retour pendant cette édition. Donc, comme vous le savez, le challenge de pas starter, c'est un challenge qui fonctionne grâce à une application qui sert de podomètre sur le téléphone et qui va compter pendant un laps de temps déterminé. En l'occurrence, là, c'était 10 jours, le nombre de pas qu'on fait dans la journée. Et le but, il est simple, c'est de faire le maximum de pas, essayer de gagner des cadeaux, mais aussi voilà, contribuer à cette cause qui est de bouger pour la santé des femmes, mais aussi pour sa propre santé puisque faire de cette activité physique permet aussi de lutter contre sa propre sédentarité. Donc on avait, à l'occasion de cette deuxième édition du challenge, plus de 17 équipes, donc qu'on peut voir à l'écran. On avait nos partenaires de l'édition précédente, hein, Aix-Marseille-Provence. On avait également l'association Africaine sur l'entrepreneuriat féminin, également le CPC-CAF. On avait GL Industrie, le FAST, la Fondation Orange, euh, les entrepreneurs marocains du monde, et j'en passe. Donc on les remercie tous d'avoir constitué des équipes. On avait aussi des équipes par pays, notamment le Bénin qui a constitué une équipe, la Côte d'Ivoire, on a une équipe pour le Luxembourg, il y a les îles aussi qui ont participé, que ce soit les Antilles ou les Caraïbes. On a une équipe pour le Burkina Faso. Euh, on a aussi le Sénégal qui est représenté aujourd'hui par CBI, hein, on aura Virginie qui aura l'occasion de faire un retour d'expérience. Donc voilà, on est très fiers d'avoir autant d'équipes et de voir la détermination et la motivation des uns et des autres pour cumuler le maximum de pas pendant cette édition. Donc, si vous le voulez bien, on va passer maintenant aux résultats hein, qui sont vraiment le moment phare de ce passage sur l'actualité. C'est que du 29 juillet au 7 août 2024, avec 10 jours de challenge, on a eu plus de 800 inscrits, dont 700 inscrits qui ont été actifs et qui ont fait des pas pour réussir à accumuler plus de 43 millions et 300 000 pas, qui représentent presque euh, 34 kilomètres, 34 000, pardon. On n'est pas Euh, loin du tour de la Terre, là, Mathieu, puisque on le n'est tour pas de la très Terre. loin du tour de la Terre qu'on avait fait en janvier. En effet, on a fait 34 665 kilomètres, c'est énorme. Et en 10 jours seulement, alors que l'édition précédente, on avait 14 jours de challenge. Donc voilà, on peut féliciter tous les gens qui ont participé à leur échelle. C'est déjà voilà, quelque chose d'énorme. Et on espère que pour les éditions euh, à venir, on aura voilà, encore un plus haut taux de participation. Donc, pour ce qui est du classement par équipe, on peut féliciter la Fondation Orange qui a voilà, dominé la compétition avec plus de 11 millions de pas. L'équipe Santé en entreprise internationale qui est juste derrière, hein, en deuxième position. Et ensuite, Team Bénin avec 4 millions, plus de 4 millions 600 000 pas cumulés sur 10 jours. Sur le classement individuel, on a deux membres de l'équipe de la Fondation Orange en tête.
donc Lookman et Daoud, qui ont cumulé chacun voilà, 429 000 pas et 399 000 pas. Donc, ça fait vraiment une trotte. Et on a Lamadette du CBI Sénégal qui a fait troisième avec 367 000 pas. Donc, voilà, c'est énorme, on les félicite et on va pouvoir les contacter pour leur distribuer leurs récompenses. Donc, sur le challenge, on avait aussi le Playground Basket, qui est un autre challenge qu'on a lancé cette année avec cette nouvelle édition. C'est un challenge qui consiste à faire un maximum de paniers sur une application qui s'appelle Fanarzone et qui fonctionne en réalité augmentée. Très bien. Donc, on a une information sur ce Playground Basket, Mathieu. Donc, tu disais jusqu'au 8 septembre. Donc, on va Ouais, laisser. jusqu'au 8 septembre, en fait, il faut essayer de marquer le plus de points. Donc, vous allez pouvoir télécharger l'application, visiter la room avec tous les contenus associés à la campagne Sport Santé. C'est un peu comme un deuxième site internet, mais sur lequel vous pouvez accéder avec la caméra de votre smartphone et peu importe où vous êtes, tant que vous avez de la connexion. En jouant au mode 3 points, vous allez pouvoir participer au challenge et celui qui aura fait le plus de points sur le leaderboard, donc sur le tableau des scores, remportera des récompenses parmi celles qui sont à l'écran. Donc, pour la personne en troisième position, il y aura un ballon floqué avec le logo de la campagne. Pour la deuxième place, on a prévu un poster connecté qui a été lancé lors de la première édition, ainsi qu'un assortiment, voilà, tout un ensemble de goodies floqués à la campagne. Et pour la première position, il y a la possibilité de créer pour une entreprise son propre playground, donc pour une durée de 3 mois maximum. Et ça représente une valeur de 4 500 euros. Voilà. Très bien. Donc, en tout cas, on vous invite à tester cette solution. On est conscient que à la fois les vacances et puis peut-être beaucoup de solutions qui étaient proposées entre le challenge de pas, les capsules vidéo qu'on vous demandait de faire, ça faisait peut-être beaucoup. C'est pour ça qu'on laisse donc ouvert jusqu'au 8 septembre le challenge Playground Basket qu'on vous invite à aller voir donc le site web dédié. Donc maintenant, on va passer, merci Mathieu et Adama, on va passer maintenant rapidement à quelques grands moments forts de cette quinzaine, puisque nous avons été à travers le réseau Sport Francophonie invité à quelques événements pendant ces JO, donc en marge de ces JO. On a été à la Station Afrique avec le lancement notamment des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 avec le comité d'organisation de ces JOJ Dakar 2026, qu'on est déjà quelque part en train de préparer, hein. Toute la délégation sénégalaise d'ailleurs était là pour prendre des contacts aussi, s'inspirer pour préparer ce grand moment des Jeux olympiques. Ce sera la première pour l'Afrique, puisque l'Afrique, je rappelle, n'a jamais organisé, aucun pays africain n'a organisé jusqu'à présent
des Jeux olympiques, donc ce sera les premiers. Et l'idée, ce serait qu'on puisse évidemment préparer avec tous les partenaires qui le voudront aussi tout un volet sur le sport santé, cette campagne, mais aussi d'autres choses, pourquoi pas des caravanes santé, entre autres. Donc il y a ce moment où on a eu de grands temps. On a rencontré la team Zéro Palu aussi à l'occasion de ces JO à la Station Afrique, qui était venue faire de la sensibilisation sur la lutte contre le paludisme. Donc on touche on a touché énormément à travers cet événement où j'étais moi invité, représentant certaines entreprises, énormément de partenaires qui étaient là. Donc, utiliser les JO aussi comme moment pour faire passer aussi des messages importants sur des sujets comme le paludisme ou d'autres. Et puis, nous avons également eu quelques temps forts sur avec la Réunion, donc au Club France avec le stand de la Réunion où nous avons rencontré toute l'équipe là-bas, l'élu de la région qui s'occupe de culture d'éducation, avec qui nous sommes en train de discuter de caravane santé. Et on va passer maintenant à Marie-Laure et au conseil du coach avec toi, Marie-Laure Diocho. Donc, je disais que tu étais présidente de la PST 60, coach référent de certaines entreprises, donc sur les gestes de premier secours. Tout d'abord, en quelques mots, Marie-Laure, est-ce que voilà, tu peux nous présenter ton association, plus largement la fédération, et ce que sont les gestes de premier secours, de quoi on parle quand on parle de Oui, gestes de premier merci. secours? Oui, merci Eric. Effectivement, donc Marie-Laure, bonjour à tous. Alors, nous sommes sur une association professionnelle de secours tactique avec effectivement l'enseignement des gestes de premier secours. Donc, la fédération met en œuvre avec un ensemble de centres de formation. On est un peu partout en France, mais aussi en Outre-mer. Guadeloupe, Martinique, Réunion. Et nous avons des sauveteurs qui vont voilà, auprès des citoyens pour pouvoir amener des connaissances, mais surtout des techniques aux gestes, au premier secours, de manière à avoir ce geste citoyen qui parfois manque car on ne sait pas quoi faire. Voilà Voilà, en donc quelques mots. ça, c'est très, très clair. Donc, tu es formatrice, et ça, c'est important, cette notion de formation, puisqu'il y a de la sensibilisation, mais tu es formatrice aux gestes de premier secours, et je disais coach aussi, notamment pour notre association. Mais c'est quoi le parcours pour devenir secouriste? Est-ce qu'on a, il y a des diplômes, des attestations? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut faire pour devenir secouriste? Parce que je pense qu'on ne s'improvise pas secouriste, il y a bien une formation, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, il faut déjà avoir envie d'aller vers l'autre, hein, de pouvoir avoir, eh ben, lorsque l'autre est en péril ou a un problème, déjà aller vers l'autre. Je pense que chacun de nous, on sait le faire. Et effectivement, il y a tout un parcours qui commence déjà par un premier secours citoyen. Voilà, c'est le nom de la certification. C'est 6 heures de formation. Et dès l'âge de 10 ans, on peut déjà enseigner les gestes de premier secours à l'enfant, savoir quoi faire. Donc déjà alerter hein, lorsqu'on constate que la personne est en détresse. Et ça, c'est dès 10 ans. Ensuite, effectivement, Eric, il y a tout un parcours. Et là, pour pouvoir faire, par exemple, des postes de secours là, qui sont installés au JO, hein, sur tous les événements, il y a énormément de sauveteurs. Et là, on a effectivement des équipiers. Donc, soit ils sont de niveau 1, soit ils sont de niveau 2. Et ces équipiers, ils sont dans des postes de secours. Ils peuvent faire ceci à partir de l'âge de 16 ans. Et là, on est sur une formation complémentaire. On est sur du 35 heures de formation, si on est d'un premier niveau, PSE1 premier niveau. Et effectivement, on peut aller jusqu'à un deuxième niveau de 28 heures. Et là, ce que vous voyez là, à la vidéo, c'est le brancardage, effectivement. Donc là, on a carrément quelqu'un de traumatisé et Mhm. qu'on ne peut plus bouger. Donc, il y a un brancardage. Et là, comme ce que vous voyez à la vidéo, c'est un premier secours de second niveau, de niveau 2, avec 28 heures de formation. Et à la D'accord. fin voilà, de ces formations, vous avez une certification avec effectivement des diplômes qui vous permettent de pouvoir être dans les postes de secours
Et c'est les équipiers qu'on retrouve un peu au JO en ce moment. Et évidemment, Marie-Laure, j'imagine que là, on est déjà sur une intervention assez, comme tu disais, assez lourde, qui demande déjà d'être bien formé. Mais il y a des choses peut-être des interventions moins lourdes, notamment quelqu'un qui perd connaissance, qui est victime de... Là, quand il y a des fortes chaleurs, j'y pense. Mais quelles sont les trois ou quatre choses qu'il faut faire juste devant une personne qui est victime de malaise? Alors, le malaise, effectivement, la personne est dans un état pénible, qui peut être long, qui peut être court, on ne sait pas. La première chose à faire, c'est déjà de l'allonger sur le dos au sol. Voilà, ne pas chercher à déplacer la victime. Il est au sol, on lui demande de s'allonger soit au sol, soit effectivement en position demi-assise. Dans la position où la personne se sent le mieux, de manière à ne pas aggraver le malaise, qui peut aller déjà vers une détresse vitale, et on n'est pas médecin, donc on a déjà cette première action. Deuxième action, eh ben, on alerte les secours. On a souvent un portable, on se met effectivement en haut-parleur et on appelle les secours, le 15, le SAMU ou le 18, ou encore, si on est en Europe, le 112. Mais aussi penser que il peut y avoir aussi le 114, effectivement, pour les malentendants. Pour les malentendants. Ensuite, vous lui posez à cette personne si elle peut parler, parce qu'on ne sait pas quel type de malaise, hein, mais souvent le malaise, il est conscient. Hein, Ouais. il est C'est conscient, ça, hein, la, c'est la un personne malaise peut être conscient. en malaise, mais être consciente, donc répondre, c'est ça, si on lui parle. Exactement, Hmm. exactement. Si la personne parle, on lui pose des questions simples de manière à transmettre au médecin, au service de secours, ben, tous les éléments qui permettent une intervention le plus rapidement possible. Alors, quand elle est effectivement inconsciente, et ben là, on s'approche de la victime, on essaye de donner des questions clés. Monsieur, madame, m'entendez-vous? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. La personne ne répond pas, donc elle n'est pas consciente. Et là, effectivement, ça s'appelle la position latérale de sécurité. Pourquoi la position latérale de sécurité? Donc, c'est cette personne, elle respire, mais par contre, elle ne répond pas. Et Mhm. donc, le fait de la mettre sur le côté, qui est la position latérale de sécurité, eh ben, va permettre effectivement, en ouvrant la bouche, bien sûr. Donc, ce sont des techniques et des gestes à apprendre dans ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur une certification, hein, le GQS, hein, le geste de secours, le geste secours civique, hein, citoyen, qui est en fait une formation de 2 heures. Et voilà, vous apprenez effectivement toutes ces techniques qui permettent à une personne qui a un malaise conscient ou inconscient à pouvoir ne pas dégrader son état en attendant les secours. Voilà, Marie-Laure, je pense, pour ce qui nous concerne, souvent, on est dans le diabète, donc les cas d'hypoglycémie, pour les gens qui ont des chutes vraiment, ou de tension, qui peuvent se retrouver en Oui, situation de malaise. J'imagine que là aussi, ce sont des cas que toi et tes équipes vous rencontrez assez fréquemment, bien ou même sûr, sur les postes de secours, oui. C'est ça, l'hypoglycémie. Donc là, ce qui est sûr, c'est que soit la personne, effectivement, sait qu'elle est diabétique, et là, nous avons le glucomètre pour pouvoir tout de suite faire une prise de glycémie. Donc Mhm. là, les premiers gestes, c'est de rapporter effectivement 5 morceaux de sucre de manière à resucrer la personne en fonction de son type de diabète, ou voir effectivement sur le patch si la personne a son patch bien mis de manière à pouvoir la resucrer pour refaire partir effectivement un meilleur état. Donc Après, le il y a un diabète, oui. Oui, tout à fait. Fini, juste ça. Et puis après, il y a un dernier cas un dernier cas sur lequel je voulais Oui. te faire parler. C'est sur l'arrêt cardiaque et le massage. Parce que ça, ce sont aussi Mhm. des situations qu'on peut rencontrer en ville comme en milieu de travail. Alors ça, c'est la détresse vitale tout à Voilà. fait qui est suite à un début de malaise. Donc Hmm. tout début de malaise, conscient ou inconscient, effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, on a parlé des diabétiques. Après, on a aussi le malaise vagal. Donc c'est la chute de tension. Il y a des fois des personnes qui arrivent à ressentir le malaise vagal arriver parce qu'ils en font souvent. Il y a des signes qu'ils ressentent. Donc effectivement, il y a 3 gestes simples à faire, soit l'accroupissement pour faire descendre avec la tête. L'accroupissement, c'est s'accroupir euh, et la tête vers le bas de manière à pouvoir faire remonter
la circulation sanguine au niveau du cerveau. Vous avez aussi la mise en tension des membres inférieurs et supérieurs. Donc, il y a des techniques à apprendre de manière effectivement à éviter que la détresse vitale soit plus importante. Donc, la détresse vitale plus importante, tu l'as dit, Eric, c'est effectivement l'arrêt cardiaque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel état la personne est, elle a un malaise, et après, au fur et à mesure, les fonctions cardiaques s'arrêtent. La personne ne réagit pas, la personne ne respire pas, et ne répond pas. Donc voilà, on arrive effectivement à tout de suite un geste de massage cardiaque par compression. Donc voilà, on met la main au milieu du thorax. Bien sûr, on déshabille la personne. Hein, il faut que la poitrine soit dénudée. La personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, forcément, elle a été victime de malaise. Donc ça veut dire qu'elle est déjà allongée sur le dos, hein, sur une position stable et dure, de manière à pouvoir avec les deux mains, on crochette les mains et on va pousser très fort et on va effectuer 30 compressions thoraciques au niveau du thorax de manière à faire à remobiliser la pompe qui s'appelle le cœur, donc le sang. On va essayer de mobiliser tout ça. Et bien sûr, Avec il y a un l'utilisation élément de clé. défibrillateur aussi, il reste 30 secondes pour terminer Exactement. Et ben voilà, sur tu ça, l'as parce dit. qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait encore dire, Marie-Laure, mais comme le temps Bien file vite, sûr. mais on pourrait refaire un webcast entier Exactement. là-dessus. Et Mais je ben pense que voilà. c'était des Et messages ben, importants à faire passer sur l'ensemble de ces. Enfin, quand on parle de gestes de premier secours, on voit que ça recouvre quand même beaucoup de choses. Et donc, si tu peux peut-être terminer par cette importance justement à la formation, à l'utilisation des défibrillateurs, parce que là aussi, en milieu de travail comme en ville, beaucoup de situations, on peut se retrouver devant, voilà, devant une personne dans une situation telle qu'il faille utiliser le défibrillateur. Alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, effectivement, le défibrillateur, ça se trouve dans tous les ERP, les équipements recevant du public. On a 2 patchs. Il faut vraiment pas hésiter à aller ouvrir la trousse, le défibrillateur. Il y a un bouton, vous placez les patchs au milieu du thorax, donc un au niveau de la poitrine, au-dessus de la clavicule, un au niveau de la côte. Et effectivement, ça va créer un arc électrique. Et la machine, il suffit simplement, il y a 2 boutons, il y a un bouton rouge, un bouton vert. Et tout de suite, les patchs posés sur la victime, il faut être à l'écoute du défibrillateur, ne vraiment pas hésiter à positionner correctement, comme les dessins l'indiquent, sur les patchs. Et après, c'est la machine qui vous dit quoi faire. Donc, pas de En panique. fait, Et en ensuite, fait, elle vous dit il y même a- quand appuyer. exactement. Écoute, merci. Tu disais, en fait, avant d'être, il faut avoir cette vocation d'avoir, voilà, de vouloir sauver des vies, mais il y a besoin d'être formé, d'être Oui, déjà sensibilisé, d'être formé, et c'est très important que tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, on voit que c'est un domaine dans lequel tout un chacun, s'il le souhaite, peut soit renforcer ses compétences, soit se former aux gestes de premier secours. En tout cas, Marie-Laure, merci. On va merci certainement beaucoup. te réinviter pour que tu nous dises plus en détail tout ce qu'on fait ensemble et tout ce qu'on prévoit de faire avec tes équipes, que ce soit ici en France hexagonale, dans les Antilles, en Outre-mer, voire en Afrique aussi, puisqu'on a vu la natation, on a vu les sauveteurs en mer. Ça aussi, c'est un sujet, je sais, qui est euh, voilà, important, sur lequel on aimerait se pencher. En tout cas, reste avec nous jusqu'à la fin pour le mot de Plaisir. la fin tout à l'heure. Et on va maintenant se tourner vers d'initiatives inspirantes. Donc aujourd'hui, nous avons 2 invités avec lesquels on aimerait vous faire découvrir des initiatives. Tout d'abord avec Paul-Arnaud Camon, qui est donc je disais, du Cocody Rugby Abidjan Club. Donc, le crack. Donc, Arnaud, le crack, en bref, c'est quoi? Bonjour Eric, bonjour l'équipe du SSE, bonjour à tous les intervenants. Donc, le crack, ça signifie le Cocody Rugby Abidjan Club et c'est un club de rugby fondé il y a près de 10 ans maintenant. Nous avons pour mission de promouvoir le rugby à tous les niveaux, de l'école de rugby aux équipes seniors en passant par le développement des jeunes talents grâce à notre pôle espoir.
Et il faut dire que depuis un certain nombre d'années, le CRAC s'est imposé comme un acteur clé de la communauté sportive ivoirienne en organisant régulièrement des tournois, des événements qui fédèrent autour des valeurs du rugby, on va dire. Donc, à l'approche de notre 10e anniversaire, nous continuons de grandir, d'innover pour renforcer notre impact au niveau des terrains et en dehors du terrain. Donc, voilà un peu présenté de manière brève le Cocody Rugby Abidjan Club. Bon, Arnaud, je dois te dire que j'étais moi-même, j'ai découvert en préparant avec toi et les partenaires que la pratique du rugby en Côte d'Ivoire était une réalité. Je ne savais pas. Pour moi, comme beaucoup d'ailleurs, je pensais qu'on était, on va le voir tout à l'heure avec Roland, on était C'est plus ça. sur le foot et peut-être quelquefois voilà, la pratique de sport, tout ce qui est aussi arts martiaux. Je sais qu'il y en a pas mal, mais le rugby, c'était une vraie découverte. Pourquoi avoir choisi justement de miser sur ce sport comme levier pour à la fois promouvoir l'éducation, la santé à travers des tournois axés sur les jeunes. Mhm. Déjà, il faut dire que le rugby, c'est ce que nous connaissons. C'est ce que nous connaissons, le sport, c'est ce que nous connaissons. Et pour la petite histoire, le rugby est né dans une cour d'école. Le rugby est né dans une cour d'école par des lycéens qui étaient en train de pratiquer leur activité sportive. Et c'est comme ça qu'est né le rugby. Donc, pour nous, il est bon de pouvoir utiliser le rugby comme modèle d'éducation, et surtout comme modèle pour pouvoir ramener, on va dire, le sport dans la vie des jeunes, dans la vie des seniors, tout ça. Et c'est vrai au niveau du crack, vous parlez tout à l'heure du rugby qui n'est pas forcément perçu comme une valeur sportive en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Il faut dire que le rugby en Côte d'Ivoire remonte il y a vraiment longtemps. Depuis les années 70, il y a le rugby en Côte d'Ivoire. On a même participé à la Coupe du Monde qui s'est faite en Afrique du Sud en 95. Et hélas, il y a eu on va dire, certains soucis qui ont fait que le rugby a un peu sombré. Mais depuis un certain nombre d'années, ça commence quand même à revenir. Et au niveau du crack, on s'est dit quoi? On s'est dit que pour pouvoir vulgariser ce sport, ces valeurs, faut vraiment avoir une identité. Il faut avoir une identité, il faut avoir des valeurs fortes que nous communique le rugby et il faut pouvoir communiquer sur ces valeurs-là. Donc aujourd'hui, en termes de promotion du rugby, en termes d'activité, nous, au niveau du CAC, nous avons basé notre culture du rugby sur 4 axes, on va dire. Donc, il y a nos équipes à notre école de rugby, il y a nos équipes seniors, il y a notre pôle espoir qui forment pratiquement près de 400 jeunes chaque année et des jeunes de différents niveaux, de différentes nationalités, de différentes couches sociales. On a aussi nos formations. On a des formations qu'on fait tant avec nos éducateurs, avec des partenaires extérieurs internes qu'avec nos joueurs. Et on a aussi des événements sportifs qu'on organise. Ça, c'est notre troisième axe de développement au niveau du CRAC, qu'on appelle le PEC. C'est ce programme-là, ou bien ce pôle-là qui permet de créer des événements autour du rugby. Et enfin, comme dans le quatrième axe, on a aussi on ne voit pas ça vraiment comme une responsabilité sociale, mais plutôt comme un devoir. Comme un devoir. Donc, entre autres, on accompagne les entreprises qui, euh, qui arrivent à identifier le besoin du sport au niveau de leur entité comme valeur sûre du développement humain pour leurs salariés et aussi comme facteur d'impact positif, on va dire, pour le rendement. Donc, on a le Move for Yoff qu'on a fait avec Société Générale, qui était un challenge où il fallait faire bouger le maximum possible les agents de cette entreprise-là. Et on a réalisé ça avec eux, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes positionnés comme l'un des partenaires clés en termes de sport de cette entreprise-là. On a aussi, euh, on a aussi une activité qu'on a menée, qu'on mène depuis 2017 avec l'ONG AGIS, qui lutte contre la pneumonie pardon, au niveau de La la Côte pneumonie, d'Ivoire. ouais, ok, la C'est pneumonie. ça. C'est ça, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2017, on est aussi avec cette ONG, là, on a cette aventure ensemble où on organise le temps d'une journée dédiée à cette pathologie-là.
pour sensibiliser les filles, les garçons, tous ceux euh, qui sont visés, on va dire, par ça, pour leur dire que l'élément le plus simple, on va dire, pour lutter contre cette maladie, cette pathologie, c'est de pratiquer le sport. Donc, on anime des ateliers, on anime des initiations de rugby et on essaie aussi d'inculquer cette valeur sportive et du rugby là, dans les établissements. Dans les établissements avec notamment un lycée d'excellence ici en Côte d'Ivoire féminin avec qui on a monté ce projet là. Ça nous a permis de ramener le rugby dans les écoles, de ramener le rugby au programme. Dans ce lycée-là, le rugby est revenu au programme en termes d'éducation. Et on a fait ça pendant un trimestre et ça a tellement été génial pour les enfants, enrichissant même pour nous aussi, on a décidé de continuer de cette lancée-là et de mener plus d'actions, on va dire, dans le cadre du développement du rugby, du développement du sport chez les jeunes et chez tout le monde. Donc, Non, c'est super ce que vous faites, franchement, et on découvre hein, ce que votre association et toutes les connexions déjà que vous faites entre le monde de l'éducation, le monde des entreprises. On a parlé de travail qui a été fait avec la Société Générale, et puis il y a ce projet qui s'appelle Taper le ballon, qui est, c'est ça. donc on voyait à l'image là, justement. Alors, est-ce que tu peux nous dire vraiment quelques 30 secondes en quoi D'accord. consiste ce projet, avant de nous parler peut-être de vos prochaines actions, parce que je sais que vous êtes en préparation de D'accord. tournoi, Faut, vous actuellement. Mhm. Il faut dire que taper le ballon c'est quelque chose qui est venu naturellement. Naturellement, pourquoi? Parce que je vous ai dit on a des événements sportifs et on a un tournoi national qu'on organise chaque année. Et dans la préparation de l'édition précédente, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut laisser comme impact, qu'est-ce qu'on veut laisser comme référence quand tout ça finira, quand on va finir le tournoi, quand les gamins vont retourner, les enfants vont retourner dans les contrées. Donc, on a décidé de mettre cette hymne-là et on a eu la participation de partenaires qui, grâce au sérieux et à la structuration du CAC, ont voulu nous aider, comme XM et Géodrill, qui ont participé à la création de cette hymne-là. Donc, taper le ballon aujourd'hui, c'est l'élément de base de promotion du rugby, des valeurs du rugby. Quand vous écoutez même les tonalités, ça reflète les valeurs du rugby. Donc, ça nous sert aujourd'hui de levier de développement et de vulgarisation du rugby au niveau national et au niveau international. Ça, c'est super parce que sur justement, cet hymne, sur ce single, je sais que vous avez eu l'appui de Stanislas de Stabenret, qui est un De patron XM, voilà, très engagé. Et là encore, ça montre comment les acteurs de l'entreprise, quand ils se sentent concernés dans le cadre de leur responsabilité sociétale, ce qu'ils peuvent faire de manière très concrète pour aider des structures comme les vôtres à faire plus et à toucher le plus possible de bénéficiaires et de jeunes sur le terrain. En tout cas, oui, Paul Arnaud, un dernier mot donc, sur les prochaines actions, le projet en préparation sur Boaké, donc de c'est quoi il ça. s'agit? Là, comme je disais, on entame l'an 10 de notre existence. En 2025, le CAP aura 10 ans. Et on a programmé de grandes activités pour cette année-là. Et oui, c'est vrai que l'élément le plus, l'élément à court terme, c'est le tournoi sur Boaké. C'est le tournoi régional du CRAC sur Boaké parce qu'on a le tournoi national qui se fait en avril, où on a tous les gamins de la Côte d'Ivoire qui viennent. Et pour préparer cet événement, on a celui de Boaké qui sera en octobre, le 26 octobre à Boaké, et qui va servir de cadre d'échange pour les enfants de la partie nord de la Côte d'Ivoire, qui vont tous se retrouver à Boaké. On a pratiquement entre 300 et 400 enfants qui vont se retrouver pendant 48 heures pour communier autour de leur passion, pour communier autour des valeurs du rugby et pour pouvoir s'exprimer, on va dire. Donc, rendez-vous est pris pour le 26 octobre pour le tournoi régional du CRAC. Et on va s'amuser avec les enfants, on va leur véhiculer notre passion et surtout on va échanger avec eux sur le domaine minier parce qu'on aura aussi des entreprises minières qui vont entretenir les enfants pour déjà créer en eux ce désir-là d'embrasser, pourquoi pas, cette carrière professionnelle enrichissante
et passionnante. Très Donc, bien. ça, c'est notre objectif pour le mois d'octobre. Après, on a aussi un tournoi national féminin qu'on veut organiser, qui sera la première plateforme d'expression aussi de toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Ça sera aussi en décembre. Et oui, on a d'activités, de programmes pour cette année sportive 2024-2025. Très bien. Et moi, j'espère qu'à l'occasion de ces grands événements, on pourra aussi réfléchir à comment on peut amener des caravanes pour faire peut-être de tout ce qui est contrôle auditif, contrôle de la vue pour les gamins, pour les enfants, pour les jeunes, peut-être aussi des caravanes santé plus larges, parce qu'on peut articuler, je pense, on l'a vu, le sport, l'éducation, C'est ça. essentiel, la santé. C'est un véritable parcours en fait qu'on peut proposer. Vous le démontrez vraiment de manière magnifique. Arnaud, Paul Arnaud, merci. On va devoir s'arrêter là parce qu'il y a le temps file et on a un dernier invité avec qui on doit échanger, qui est Roland Calvez, vers qui je me tourne maintenant. Donc Roland est sur une autre discipline, hein. C'est carrément, voilà, on reste dans le ballon, mais cette fois-ci avec le foot. Et donc, Roland, est-ce que déjà tu peux nous dire, nous raconter comment est né ACA et nous rappeler l'objet de l'association? Ouais, bonjour, tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce forum. ACA, c'est une association qui a été créée en 2017 suite à un voyage au Sénégal. Donc, j'ai visité en fait la pouponnière de Mbour enfin, dans le sud de Dakar. Et en fait, dans cette pouponnière, il y avait des enfants qui étaient un petit peu laissés sans occupation et les encadrants nous disaient qu'il manquait un petit peu d'activité. Et en fait, en rentrant en France, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de construire un terrain multisport et on a construit un terrain multisport à la pouponnière de Mbourg. Ensuite, on a créé officiellement l'association en 2018 avec comme parrain Stéphane Guivarch. Donc, c'est un champion du monde de 98 avec Zidane et Didier Deschamps. Donc ça nous a permis de nous ouvrir un certain nombre de portes aussi. Mhm. Et on a été contacté par l'éducation nationale sénégalaise qui nous a demandé en fait de voir si c'était possible d'installer des buts, enfin des camps comme ils appellent ça au Sénégal, dans les écoles et de fournir des ballons, des maillots, des équipements pour pratiquer une activité sportive. Donc, on a commencé à équiper une vingtaine d'écoles et ensuite, on a été mis en relation avec l'ancien secrétaire général de la fondation UEFA pour l'enfance. Et il nous a dit, c'est bien d'équiper les écoles, c'est bien de donner des ballons, mais ce serait bien aussi de mettre en place un véritable programme à destination des enfants avec plusieurs objectifs dans ce programme. Et donc, du coup, on a mis en place le programme EducaFoot. C'est un programme éducatif et sportif. Donc, en fait, il y a des épreuves de mathématiques et de français. Donc, de français, c'est une dictée à l'ancienne qu'on fait. Et on a des matchs de football donc, qui sont organisés avec des équipes mixtes. Donc, la cible du programme, c'est des écoles c'est souvent les classes de CM1, CM2. Et donc, les équipes, elles sont composées d'autant de filles que de garçons. Donc, il y a 7 filles, 7 garçons dans les équipes, il y a 11 sur le terrain. Et en fait, on se rend compte que morphologiquement, les filles, elles sont un petit peu plus développées en CM2 que les garçons. Et donc, souvent, les filles, elles jouent plus à l'arrière, les garçons plus à l'avant. Mais ça se passe super bien au niveau composition des équipes à ce niveau, à cet âge-là, quoi. Donc, du C'est-à-dire que coup, vous travaillez déjà sur la mixité des équipes dans le cadre de ce projet, quoi. Déjà, c'est ça, ouais. En fait, la mixité, elle est totale sur les épreuves de football, c'est-à-dire une épreuve de football vaut 3 points quand elle est gagnée. Une épreuve de mathématiques, il y a aussi 4 filles, 4 garçons. Une épreuve de français, il y a 4 filles, 4 garçons. Et l'arbitrage également, on fait l'initiation à l'arbitrage par les filles et les garçons qui arbitrent les rencontres sous la supervision d'un adulte parce qu'ils sont quand même jeunes. Mais en fait, la mixité, c'est le cœur du programme Educafoot, en fait. Alors, c'est un programme que vous déployez au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire Oui. et dans ces trois pays-là. Quel bilan, si on devait retenir des disons, des grands résultats que vous avez et les retours que vous avez dans ces différents pays? En fait, ouais, on développe le programme, il est le plus développé aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire. Il est développé dans 50 écoles. Mhm. C'est un petit peu partout sur le territoire. Il y a à Diabo, à côté de Boaké,
à Coupé, à Grand-Bassam, à Diaké, enfin différentes, plutôt communes rurales, pas trop Abidjan pour le moment. Peut-être Trècheville, on a été sollicité dernièrement par Trècheville. Et en fait, les premiers résultats on a fait une petite étude d'impact avec les directeurs des écoles et on voit il y a une baisse de l'absentéisme des élèves et des professeurs parce que l'introduction de ce programme, ça les motive, hein. Mm. Il y a des meilleurs résultats scolaires aussi et un taux de passage plus élevé en sixième. Ben, l'accès au sport, enfin, c'est grâce à l'équipement de but, de ballon, de maillot, ben, c'est indispensable pour pouvoir pratiquer le football notamment, hein. Ça a permis aussi la rescolarisation des élèves qui étaient partis de l'école. Euh, Ça crée une émulation dans l'école et à chaque élève veut faire partie de l'équipe de l'école. C'est hyper important pour eux, donc ça crée de la motivation et en fait pour intégrer l'équipe de l'école, ben, faut travailler, 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 comme ils disent Mm. les jeunes. Et c'est une motivation globale de l'éducation nationale. Donc nous, on a la chance, c'est qu'on a une équipe en Côte d'Ivoire qui est composée essentiellement de comment ça s'appelle, de professeurs ou d'instituteurs de l'éducation nationale ivoirienne. Et du Mm. coup, on a l'agrément avec l'éducation nationale ivoirienne pour pouvoir développer notre programme un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc cette année, en 2025, on fait la seconde finale nationale en Côte d'Ivoire. Donc À ça va. quand? Jusqu'à quand? Parce que nous, on est Ouais, souvent de je pense que ce passage. sera, ce sera courant avril, fin avril, début mai. Mais bien sûr, vous serez invité avec grand plaisir, hein. Si on peut mettre des caravanes, comme on parlait tout à l'heure, nous, ce serait avec bonheur. Et ensuite, on continue aussi à le développer à Pikine, je dirais, dans la banlieue de Dakar, en collaboration avec l'UNICEF. Donc l'UNICEF, je rebondis là-dessus, c'est pour dire que l'UNICEF, en fait, il intervient sur le volet, je dirais, éducation à la santé. En fait, il y a un volet, je dirais, éducation à la santé qui est déployé par l'UNICEF dans les écoles cibles de Pikine, parce que Pikine, c'est une banlieue qui est classée zone d'éducation prioritaire par l'UNICEF, où il y a différentes interventions qui sont réalisées par les équipes de l'UNICEF sur, je dirais, les grossesses précoces, les menstruations. Bah, à l'époque, c'était le Covid aussi, parce qu'on a été impacté par le Covid aussi, et nos programmes ont été impactés. Je complète aussi toujours sur le Sénégal. On fait également sur le Sénégal un autre programme qui s'appelle Diang Sport. C'est du Wolof, ça veut dire l'éducation par le sport en Wolof. Et ça, c'est plus dans les lycées. Et en fait, il y a une partie euh, éducation à la santé qui est faite dans les lycées. C'est-à-dire qu'on distribue des kits de serviettes hygiéniques lavables pour les filles afin qu'elles puissent aussi pratiquer une activité sportive dans des bonnes conditions. Et à la rentrée prochaine, on va mettre en place au lycée d'Emba Diop à Embourg des séances de yoga. En fait, pour les filles, pour qu'elles gèrent aussi pendant les Ouais, périodes de menstruation mieux les problématiques liées aux règles, en fait. Voilà. Donc, on mais c'est essaie super. de développer C'est un c'est vraiment- volet, un volet santé euh, Oui, par l'intérieur. qui est incroyable parce que je disais comment la santé rentre là-dedans. Bon, ça y est, on a répondu. L'association par rapport à ça et fait déjà, on voit déjà pas mal d'actions sur l'éducation la santé, les partenariats que vous mettez en place, que ce soit avec l'UNESCO, etc. Donc, on a vraiment deux beaux exemples entre ce qu'on a vu avec Paul Arnaud avant et du foot, de la manière dont on peut utiliser le sport, hein, que ce soit le rugby ou le football, pour voilà, vraiment promouvoir l'éducation. Ce sont vraiment des plateformes extraordinaires, quoi, pour faire. Et là, on voit aussi là, par rapport aux résultats des gamins et au fait qu'ils aillent qu'ils soient moins absents et qu'ils aient le goût d'aller à l'école parce qu'il y a ce volet sportif, c'est C'est ça. magnifique. Hein. Je crois que, en tout cas, on aura plaisir à poursuivre avec l'association ces échanges et on espère pouvoir vous retrouver assez très prochainement. Est-ce qu'il y a un mot, quelque chose que tu voulais rajouter peut-être sur les actions avant parce qu'on aura un mot de la fin tout à l'heure, avant qu'on aille, Bah, puisque l'heure. juste pour dire, voilà, on travaille aussi avec la Fédération sénégalaise de volleyball dans le cadre des JO 2026. Donc nous, on finance l'implantation des terrains de volleyball un peu partout dans le Sénégal.
justement pour développer cette discipline. Nous, on fait Ok. pas que du foot, hein. On a Mhm. construit aussi un dojo au lycée d'Emba Diop. On fait du volleyball, on fait du football, mais on fait pas que du football, mais on fait vraiment d'autres sports aussi, quoi. D'autres sports. D'accord. Bah, dans le cadre des JOJ là, de Dakar, puisque je n'en ai parlé un tout petit peu en début là, de webcast. Je pense que là, effectivement, il faudra qu'on regarde comment est-ce qu'on peut créer des synergies, discuter avec le comité, en tout cas, on est déjà en connecté avec eux, le comité d'organisation des JOJ, pour avoir le sport santé vraiment au cœur, on Mm. l'espère, de ce grande manifestation sportive qui viendra. OK, merci Roland. Donc, on va enchaîner maintenant sur les dernières séquences, hein, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de notre webcast. Donc, on va maintenant voir quelles sont les dates à retenir sur les prochaines semaines et les prochains mois. Si on peut avoir l'affichage, Mathieu ou Adama, je ne vois pas le. Pour l'instant, ça va arriver. Alors, on a quelques dates donc à retenir, qu'on vous propose de retenir. Donc, il y a déjà les prochaines campagnes digitales qui sont prévues. Donc, il y a évidemment Octobre Rose. Vous savez qu'on consacre une campagne à cette cause, donc le dépistage du cancer du sein, avec une campagne digitale où il y a des webcasts, il y aura des challenges aussi. On espère refaire des caravanes aussi santé sur cette thématique avec une grande campagne marchant contre le cancer digital, donc dans le cadre de notre challenge de pas. Ensuite, on aura également sur les campagnes digitales, donc d'autres campagnes en novembre, hein. Donc, ce qui est le mois de novembre, comme vous savez, c'est aussi le mois de la lutte contre le diabète, donc novembre bleu. C'est aussi le mois de la lutte contre les cancers masculins. Donc, on a là aussi pris date déjà pour faire du 11 au 30 novembre une campagne dans ce cadre, donc, qui sera un peu sous le même modèle de ce qu'on on fait sur Octobre Rose. Et ensuite, on arrive pratiquement sur le moment qu'il faut absolument pas. Alors, évidemment, oui, avant de passer au forum, on a aussi troisième campagne avant la fin de l'année sur la thématique du VIH, des hépatites virales qui restent, bon, comme vous savez, des sujets, hein, même si on en parle moins, il y a quand même encore besoin de lutter contre les fausses croyances, renforcer toujours les connaissances et puis continuer à marteler le message. On dit que la prévention, c'est l'art de la répétition, c'est la pédagogie de la répétition. Donc là, c'est le cas, hein. Donc, on aura encore des campagnes, encore cette année, autour du 1er décembre, donc sur la quinzaine du 2 au 14 décembre 2024, avec des caravanes santé, évidemment, dans tous les pays où on peut les déployer avec la campagne digitale. Donc, maintenant, on arrive donc, ce mot qu'on veut vous passer sur le forum. Donc, vraiment, scannez le QR code qui apparaît ici, qui va vous rediriger vers le site web. On vous donne rendez-vous, et mettez bien dans vos agendas cette date, du 7 novembre à Abidjan. On aura le forum, la troisième édition du forum Afrique RSE et santé sur la thématique s'engager, innover, investir pour une santé durable. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, entre autres, hein, il y aura d'autres thèmes, mais ça fait partie de ce grand moment, ce grand rendez-vous le jeudi, où on aura un baromètre de la RSE santé, on aura des panels de haut niveau, des tables rondes, des possibilités aussi pour ceux que ça intéresse de se retrouver autour de projets pour bâtir des projets collaboratifs sur des thématiques comme le sport santé. On aura la santé des femmes, on a les miniers, hein, aussi, parce que il y a des approches par filière aussi qu'on peut faire. Donc vraiment beaucoup de choses, la remise de trophées, des challenges de l'innovation avec des startups qui développent des solutions, beaucoup de choses, plus un programme de visite le lendemain. Je rappelle qu'il faut aller rapidement pour pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels sur les passes. Et puis, il y a évidemment des partenaires qu'on pourra inviter. Et surtout pour tous ceux qui ont des actions et des initiatives que vous voulez valoriser, mettre en avant, il y a les trophées. Donc, la candidature au trophée qui est
ouverte jusqu'au 16 septembre. Il y a 7 catégories: salariés, communauté, digital, diaspora, partenariat public-privé. Vous verrez, il y a beaucoup de thématiques. Vous allez trouver certainement la bonne catégorie pour ce que vous faites. On vous invite vraiment, il n'y a aucune contrepartie financière à proposer, enfin à candidater au trophée. Tout ce que vous faites là, d'ailleurs, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est éligible. Donc allez-y, que vous soyez une entreprise, une start-up, une fondation, une organisation internationale, une ONG, une association. Vous pouvez soumettre vos candidatures, donc n'hésitez pas. On vous encourage à le faire et donc les lauréats seront récompensés par un jury. Donc il y a un jury international qui fera les sélections et les prix seront remis le 7 novembre. Donc on arrive, je pense, maintenant à la fin de notre émission. Le mot de la fin avant peut-être notre jingle, si on peut revenir, donc vous donner la parole pour que vous puissiez donner un tour de rôle rapidement en 15 secondes, maximum 20, le mot de la fin. Alors, on va commencer avec toi, Marie-Laure. Si en 15 secondes, tu veux nous donner un message clé que tu veux passer. Alors, merci. Aucun geste ne s'improvise. Alors, allez-y sans crainte, sensibilisez-vous, initiez-vous aux gestes de premier secours, car demain, ben, ça peut être vous ou un membre de votre famille. Alors, voilà, n'hésitez pas. Voilà, gardez la Merci. tête, pour garder la tête froide. Merci, Marie-Laure. En tout cas, on retient bien ce message fort. On va maintenant demander à Paul Arnaud de nous faire dire son mot de la fin, son message en tout cas fort qu'il veut laisser. D'accord. Déjà, je voulais vous dire merci pour cette plateforme d'échange. Merci aux intervenants. Et pour mon mot de fin, je voudrais dire que le rugby existe en Côte d'Ivoire, le rugby se développe en Côte d'Ivoire. Rejoignez-nous au CRAC. Et nous sommes à Cocody, au lycée classique, et nous vous attendons pour pouvoir ensemble vivre ce sport et partager ses valeurs. Superbe, Paul Arnaud, on prend bien note. Et puis enfin, on va terminer avec Roland pour le mot de la fin. Merci aussi pour l'invitation. J'étais impressionné par les initiatives qui ont été réalisées, notamment par Paul Arnaud, hein, et bravo, et Marie-Laure aussi, bravo pour ce que vous faites. Et puis ben, rendez-vous en avril et en mai 2025 pour nos différentes finales au Sénégal, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Ok, merci à vous. En tout cas, on va refaire certainement une émission spéciale pour redonner la parole à tous nos chefs d'équipe qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour des questions de connexion essentiellement. Je pense que c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas bénéficier de leur retour d'expérience sur ce challenge. Donc, on va certainement reprendre date à la rentrée. D'ici là, on vous demande donc de bien prendre soin de vous, hein, c'est important. On a besoin aussi de prendre du temps pour soi, entre amis, avec sa famille, se reposer un peu pendant cet été pour vous retrouver à la rentrée. Donc, si on devait terminer par une belle formule qui convient bien à ces JO, on dira plus vite, plus haut, plus fort ensemble et surtout ensemble bougeons pour notre santé. Donc, merci à vous, à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi en direct. Et puis, le replay sera disponible et on vous invite à le diffuser largement. En tout cas, à très bientôt à la rentrée. On sera de retour dès le 2 septembre. Allez, à très bientôt.